Donc, nous avons dit jusque-là que la réaction du stress a été décrite par les physiologistes comme une mobilisation parfois intense du système neuroendocrinien avec la sécrétion des catécholamines et des glycocorticoïdes si l'état de situation de stress perdurait dans le temps. On avait dit que cette stimulation neurohormonale, quand elle tarde dans le temps, elle va avoir des effets délétères sur la santé. Et nous avons dit que si nous devons nous limiter à une définition simple du stress, c'est cet état de déséquilibre entre les contraintes de la situation à laquelle l'opérateur est confronté dans son travail, tel qu'il l'aperçoit, par rapport à la perception des ressources dont il pense disposer pour pouvoir faire face. Si je suis face à un problème, comme maintenant un problème technique, eh ben, je ne peux pas faire face, je pourrais me mettre en mode stress. D'accord, parce que ça me perturbe. Je n'ai pas de solution. Je dois m'adapter à cette situation. Et vous allez comprendre dans un instant quelle stratégie d'adaptation, à quelle stratégie d'adaptation je vais. Donc, ce déséquilibre entre les contraintes et les ressources va entraîner la phase d'alarme de la réaction au stress avec l'avènement de la stimulation, de la sécrétion des catécholamines. Elle sera suivie par une phase de résistance où les glycocorticoïdes vont prendre le relais pour intensifier cette réaction du stress. Mais le fait que le corps ou l'organisme soit submergé par ces glycocorticoïdes, ça aura forcément, et les catécholamines aussi, ça aura forcément une incidence sur la santé. J'aimerais bien utiliser ce qui est en jaune, hein. Donc, on va voir dans la phase de résistance des symptômes de tension. Donc, la personne est dans une situation d'état de stress aigu, avec l'anxiété, l'énervement, attribution, etc. Mais si la situation venait à perdurer, il y aura des symptômes de décompensation avec un état de stress chronique. Et c'est cet état de stress chronique qui va évoluer vers le syndrome métabolique qui sera infraclinique. On pourrait le dépister dans nos consultations de médecine du travail, mais avec le temps, ça va évoluer vers les maladies cardiovasculaires, vers un véritable syndrome dépressif, des troubles anxieux, des troubles musculo-squelettiques, ainsi d'importants désordres immunoallergiques dont on a parlé tout à l'heure. Et une des manifestations qui est apparentée à la réaction du stress chronique, nous avons le burn-out. D'accord. Donc, pour expliquer encore plus dans le détail cette situation, c'est qu'à la première phase, nous avons des réactions psychophysiologiques et comportementales. Il y a de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des réactions anxio-dépressives et la sédentarité, le tabagisme, la réduction des loisirs. La personne commence à s'isoler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, consommation de médicaments pour tenir le coup et aussi parfois il y a manifestation de comportements violents et de l'intimidation. Si on passe à la deuxième phase de résistance, là, les pathologies, elles sont réversibles si on prend toutes les mesures nécessaires. On l'a vu tout à l'heure avec les courbes, si on commence à arrêter ce processus d'invasion du corps par les neurotransmetteurs, on aura de l'hypertension, de l'anxiété généralisée, un trouble d'adaptation dont on va parler tout à l'heure ou au plus tard demain matin, le burn-out, la maladie dépressive, les maladies cardiovasculaires, les TMS. Mais à la troisième phase de l'épuisement, là, le corps ne peut plus faire face. Il y a des phénomènes d'invalidité par rapport aux pathologies. Vous savez, ça pourrait être des crises cardiaques, ça pourrait être des pics hypertensifs, des AVC avec des AVC. Donc là, nous devons gérer la pathologie chronique, sinon voir le handicap généré par cette pathologie. Donc, en matière de conséquences, toutes ces réactions physiologiques qui, au départ, étaient programmées pour nous permettre de réagir, et c'est tout à fait normal, vont basculer dans le pathologique puisqu'il y a une réponse excessive parce qu'on n'a pas pu fermer ce phénomène d'hyperstimulation. De toutes ces réactions physiologiques, voire physiopathologiques, dans le domaine de la biologie, on a dit, il y a d'autres phénomènes qui interviennent dans la régulation de cette réaction au stress. Et elle a été développée par d'autres chercheurs sur la possibilité d'agir. Est-ce que nous avons une possibilité d'agir face à cette situation ou pas? Est-ce que j'ai la possibilité d'agir sur la connexion Internet et que je continue ma conférence sans être interrompue? Point d'interrogation.
D'accord. Possibilité d'agir vous dit quoi au final? Est-ce que je peux avoir du contrôle sur la situation? Avant qu'on arrive à la gestion du stress, ça a été, vous avez tout à fait raison. Si j'ai du contrôle, ça veut dire que je ne suis pas stressée, je serai dans l'action. Donc la situation de stress va descendre. D'accord. Et là, c'est l'expérience de Weiss qui a démontré ça. Là aussi, c'est un autre biologiste. Donc, il a pris des souris dans une situation expérimentale. On a trois situations. La première situation, c'est que c'est une souris qui est soumise à des chocs électriques, mais cette souris a le pouvoir, si elle actionnait la petite roue, d'arrêter les chocs électriques. La deuxième souris, elle est connectée au choc électrique, mais sa roue est déconnectée. Donc, elle n'a pas la possibilité d'agir sur le flux des chocs électriques. La troisième souris, elle est là pour être témoin. Mais témoin ou pas, elles vont toutes être sacrifiées. Et là, l'autopsie va retrouver Rada ou Radok. Hein. Donc, la première souris, elle a un contrôle du choc par action de la roue. Il n'y avait pratiquement pas de pathologie liée au stress. Par contre, la deuxième, qui n'avait pas de contrôle, il y avait les signes organiques de la réaction de stress intense. La troisième, évidemment, elle était là pour témoigner, elle n'avait rien du tout. Ce qui ressort ici, c'est que l'importance de la réaction physiologique a été décrite par celui est conditionnée sur notre pouvoir d'agir sur ces situations de stress. Quand vous pouvez agir sur les situations de stress, vous arrivez à le gérer. Vous n'avez pas de contrôle, vous allez verser vers d'autres stratégies d'adaptation dont je vais parler dans un instant. Donc, la possibilité d'agir, ça a été démontré par cette expérience de Weiss, d'agir même partiellement, elle a un facteur, elle est un facteur protecteur contre les effets des réactions du stress. Ça nous protège. D'accord. Maintenant, il y a Silliman a donné aussi autre chose que le contrôle. Il parle de la résignation acquise. Là, il prend un groupe de chiens qui va soumettre à des chocs dans une cage. Ils ne peuvent pas y échapper. D'accord. Il les a pas mal perturbés, donc état de stress. Ensuite, il les a déplacés vers une autre cage. Mais une autre cage où elle est identique, hein, mais dans laquelle ils peuvent s'échapper. Ils vont actionner un levier, la porte s'ouvre et ils peuvent sortir. Ils adoptent une attitude prostrée et passive, alors que a pris une autre cage où il a mis des chiens qui n'ont pas été soumis au choc électrique. Ceux-là cherchaient le moyen de sortir et l'ont trouvé. Les autres, ceux qui étaient soumis au choc électrique, restaient là prostrés, résignés. Ils attendent. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils étaient conditionnés. C'est ce qu'on appelle la résignation acquise. Et l'explication, c'est que les chiens ont appris que les chocs électriques étaient indépendants de leur comportement. C'est-à-dire que je n'y peux rien. Là, les agas, maintenant, je n'y peux rien, donc je vais le suivre. Cet apprentissage, on avait dit qu'au niveau des hippocampe, c'est un apprentissage, perturbe la construction ultérieure d'association entre comportement et sensation de choc. Donc, ils vont rester tout le temps dans cette... C'est comme une personne qui est battue, que ce soit dans l'enfance ou dans sa vie conjugale. Dès que vous faites un geste, elle est là. Elle s'attend tout le temps à être frappée. Vous comprenez? Elle est résignée, alors qu'elle pouvait réagir. D'accord? Donc, cela réduit justement la motivation à se soustraire au choc. C'est ce qui a été décrit par le syndrome de Stockholm, hein, par rapport à l'agresseur. Le modèle est ultérieurement validé sur l'homme. C'est la même chose. Quand on subit des réactions de stress, des agressions, on reste tributaire, on reste résigné par rapport à ces situations. C'est ce qu'on appelle la résignation acquise. C'est-à-dire que finalement, les phénomènes de stress et toutes nos réactions sont très complexes puisqu'elles se passent au niveau supérieur qui est le niveau cognitif. Et comme il y a de véritables variations individuelles dans le cheminement du raisonnement et de l'intelligence, nous ne réagissons pas tous de la même façon face au stress. Et c'est ce qu'on appelle l'approche transactionnelle. C'est le stress des psychologues. Tout à l'heure, c'était les biologistes qui ont expliqué, mais les psychologues ont dit oui, c'est vrai, il y a ces histoires de mobilisation neuroendocrinienne, mais
il y a autre chose, un niveau supérieur. Donc, la conception physiologique et biochimique du stress se rajoute à ces conceptions d'autres approches. Donc, c'est l'approche psychosociale où la pathologie est provoquée par des éléments de l'extérieur, de l'environnement et de ses exigences adaptatives. Donc là, on passe d'un niveau purement physiologique à une analyse cognitive qui va nous aider à prendre des décisions. Et cette prise de décision, ce développement de stratégies d'adaptation vont nous permettre de maîtriser la situation ou au contraire de continuer à être sous son emprise. Donc là, c'est l'approche, comme je l'ai dit, des psychologues. Donc, chaque sujet, comme c'est écrit ici, a un capital d'adaptation et les signes de stress vont apparaître quand nos capacités de nous adapter à une situation nous dépassent. Dès que vous ne pouvez plus vous adapter, vous n'avez plus le mode d'emploi, si vous voulez, donc vous stressez par conséquent. C'est là, les approches psychologiques et le paternel de l'approche psychologique, c'est Lazarus. Il a déplacé l'approche du stress d'un point de vue objectif à un point de vue subjectif. Là, la réaction de stress, vous pouvez doser les catécholamines, vous pouvez doser les glucocorticoïdes, ça c'est certain. Mais après, on rentre dans un débat plutôt philosophique. Recording in progress. Cognitif. D'accord? Le stress, pour Lazarus, est lié au jugement porté par l'individu sur l'ajustement entre les exigences auxquelles il est confronté et les ressources qu'il peut mobiliser. Finalement, si je stresse, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que j'exagère la perception des contraintes et qu'en plus, je n'ai pas trop confiance en mes capacités de faire face. C'est cette optique qui est préconisée dans la gestion individuelle du stress. Si vous stressez, c'est votre faute. C'est vous qui ne savez pas vous adapter, vous développez vos ressources. C'est bloqué encore. Mais pas de stress. Voilà. Non. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Que voulez-vous dire par là? C'est vous qui réagissez. Vous réagissez comment? Vous réagissez selon ce que vous percevez. C'est vous, votre personne, votre expérience, votre histoire, votre personnalité. Après, ce que vous percevez comme capacité de faire face. Est-ce que vous avez les épaules, si j'ose dire, pour faire face? Si vous pensez que c'est le contraire, vous n'y allez pas. D'accord? Vous ne pouvez pas. Vous-même, vous dites, ah non, je ne peux pas. C'est du subjectif. Mais si on prend cette personne qui exagère les contraintes au quotidien, entre guillemets, ou qui les perçoit comme étant fortement contraignantes, alors que la majorité des collègues ou des élèves voient ça comme étant acceptable, comme des contraintes acceptables, moi je trouve que non, c'est vraiment trop pour moi. Vous voyez? Donc entre objectivité et subjectivité, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? C'est un peu involontaire et c'est volontaire à la fois. Après, il y a un travail à faire sur soi. La personne qui pense toujours, qui dramatise, entre guillemets, qui donne trop d'importance aux contraintes et qu'elle pense qu'elle n'a pas de stratégie d'adaptation nécessaire, n'a pas de ressources de faire face, elle va être dans une situation de stress et elle va reculer. Parce que c'est lui qui voit les contraintes, elles sont là, et qu'il peut y aller, il se donne. Il va régler le problème, par exemple. Est-ce que dans toutes les situations de notre vie, que ce soit une vie personnelle ou une vie sociétale ou bien une vie professionnelle, est-ce qu'à tous les coups, nous pouvons régler les problèmes? Pas vraiment. C'est là où, pour le même individu, les stratégies vont varier d'un moment à un autre, d'une situation à une autre. Mais celui qui se sent tout le temps stressé parce qu'il est tout le temps dépassé, qui pense qu'il n'est pas capable de gérer, celui-ci a besoin d'aide. Et on parle de thérapie cognitivo-comportementale. On va agir sur cette personne pour stimuler un peu sa façon de se voir, un peu son ego, de dire non, vous êtes malade, vous avez des capacités, il faut croire en vous. C'est un travail de psychothérapie qui n'est pas aussi simple que cela, parce qu'il faut remonter à tous les traumatismes. C'est un véritable travail de psychothérapie. Après, on va lui dire, mais cette personne que vous êtes, vous devez vous en occuper, vous devez lui donner de l'importance. Et là, la personne va reprendre confiance en elle.
Si je reprends confiance en moi, je serai de moins en moins déstabilisée par les situations qui, avant, me déstabilisaient. D'accord? Donc, il y a une volonté, si vous voulez, personnelle pour réagir. Mais après, j'apprends aussi que quand je ne peux pas régler, ben, ce n'est pas la peine d'être en situation de stress. Il faut que je trouve comment échapper à cette pression. Je ne peux pas, ben, je ne peux rien régler. Je peux régler la connexion Internet? Je ne peux pas. Je fais avec. Je contourne. Je vais sauter des diapos pour gagner du temps. C'est une stratégie d'adaptation. Je vais avancer, vous allez voir. Donc, il y a une double évaluation de la situation en fonction de ce que la situation est pour l'individu. Est-ce qu'il y a un risque de perte? Est-ce que c'est un préjudice? Est-ce que c'est une menace à mon intégrité physique, etc. Donc, Lazarus dit, voilà, la première, c'est la présentation, c'est l'évaluation de la situation à laquelle je suis confrontée, l'évaluation des contraintes. Au regard de cette évaluation, quelles sont les ressources psychologiques, cognitives, physiques dont je dispose pour faire face? D'accord? Et c'est ce que Lazarus appelle le coping, pour les stratégies d'adaptation. Comment il est défini? C'est un ensemble d'efforts cognitifs et comportementaux. D'accord? Destinés soit à maîtriser la situation, si je le peux, sinon à réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources de l'individu. En un mot, ce sont des efforts d'adaptation aux situations de stress via la double évaluation. Et ces stratégies, il les a décrites et elles sont de deux ordres. Elles sont actives, si elles sont centrées sur la situation ou sur le problème pour le régler, c'est tant mieux, ou bien ce sont des stratégies d'ajustement passif, si elles sont centrées sur les émotions ou l'évitement. D'accord? Voilà les stratégies de coping. Donc, ce que dit Lazarus, c'est que nous évaluons l'événement en fonction de nos ressources personnelles et en fonction des facteurs environnementaux que nous devons prendre en compte dans la situation. De cette évaluation va découler les stratégies d'adaptation que je pourrais développer en fonction de cette évaluation perçue par l'individu. C'est pour ça que c'est personnel. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Et là, on pourra opérer un ajustement professionnel. Ça sera plus clair. Donc, pour Lazarus, il y a une double évaluation. Il y a une évaluation primaire, c'est ce qu'il appelle, lui, le stress perçu, ou l'état de tension de la situation qu'elle pourrait provoquer. Et on se pose la question, est-ce que la situation comporte-t-elle un enjeu pour moi? Si c'est oui, ça veut dire que je suis impliqué. Est-ce qu'il s'agit d'une perte? Est-ce qu'il s'agit d'une menace? Est-ce qu'il s'agit d'un défi? Une fois que je réponds, oui, c'est une menace, ça pourrait être une perte ou bien un défi, il y aura une deuxième évaluation. Que puis-je faire par rapport à mes ressources? Est-ce qu'il m'est possible d'intervenir? Oui ou non? Est-ce qu'il est possible de changer quelque chose à la situation compte tenu des ressources dont je dispose? Et on est ici, attention, toujours dans la perception. Et cette perception pourrait être erronée. Elle est individuelle. D'accord? À partir de là, je vais développer des stratégies d'adaptation qui seront soit centrées sur le problème, soit centrées sur les émotions. C'est ça l'approche des psychologues par rapport au stress. C'est l'approche transactionnelle. Il y a une transaction entre l'individu et sa situation. D'accord? Donc, le modèle transactionnel, il met l'accent sur le processus d'évaluation de la situation, c'est-à-dire sur l'activité mentale. C'est pour ça qu'on parle de cognitif de la personne en situation de stress. Finalement, dans cette approche, ce ne sont pas tant les facteurs environnementaux qui importent. Ce n'est pas le degré de pression qu'on vous met. C'est votre capacité à gérer, à réagir, à supporter qui est mise en jeu là. Ça veut dire le droit d'accusation, si stress il y a, si réaction, comme on l'a vu tout à l'heure, physiologique avec des conséquences de la santé, c'est vous qui n'avez pas su gérer. C'est l'approche individuelle du stress qui remet en question votre façon de faire, donc votre personnalité, votre profil de stressé. Elle ne remet pas du tout en question l'environnement ou les facteurs de risque environnementaux. Est-ce que vous avez compris la nuance pour Lazarus?
D'accord? Donc, l'accent est mis non pas sur les conditions de travail en matière d'approche de stress, sur ce concept, ni sur les effets dans le corps, mais plutôt sur les représentations mentales de ce que je perçois, l'évaluation ainsi que les stratégies d'adaptation ou coping. D'accord? C'est une question de faire face ou de venir à bout de quelque chose. Quelle est votre stratégie au final? Donc, le coping, orienté pour la tâche, c'est-à-dire je recherche des informations, des tentatives de résolution ou de transformation de la situation. Là, je suis active, je me dis, je pourrais réussir à régler le problème. Le coping, par contre, il pourrait être orienté vers l'évitement. Je me retire, je suis dans le déni, j'ignore, si vous voulez. Le coping pourrait être orienté, plan émotionnel, sentiment d'être trop sensible, je vais pleurnicher un bon coup, sinon tout le temps. Je pourrais être irritable, je fais ressentir de l'attention, ou ruminer. Il m'a dit, il m'a fait, il m'a dit, il m'a fait, j'aurais dû lui faire, j'aurais dû lui dire, oh là là, vous êtes, la personne est prise dans cet emploi. D'accord? Voilà. Donc, le coping, quand il est actif, il est plutôt protecteur. C'est bien, c'est un défi. Quand vous relevez un défi et que vous réussissez, vous êtes plutôt content de vous, non? Par contre, si vous ne pouvez rien faire, vous êtes déçu de vous-même. Quand quelqu'un vous met la pression ou bien vous insulte, entre guillemets, que c'est votre chef, par exemple, que vous ne pouvez pas répondre, vous jugez que bah, je vais me mettre en colère, je vais lui en coller une, les conséquences pourraient être graves. Vous allez non seulement rien faire, rien dire, mais vous allez ruminer. Une expérience post-traumatique. Vous rêvez chaque soir du coup de poing qui l'aurait mis KO. Ça, c'est mauvais. D'accord? Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Non? Donc, chaque personne est différente de l'autre. Et chacun d'entre nous a un profil de personnalité. Et parfois, nous avons tous les profils à la fois. Ça dépend de la situation. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'environnement familial, de l'environnement social, de l'environnement professionnel, de tout ce qu'on a acquis comme savoir-faire. Donc, le profil psychologique du stressé est très important à prendre en compte dans l'approche de Lazarus. C'est psychologique. Et là, on a le profil de la personnalité, l'extraverti, la force tranquille, l'introverti. Celui qui extériorise, celui qui avale tout, et celui qui est dans la situation d'équilibre. L'extraverti, c'est qui? C'est le profil d'une personne qui est battante, qui est tout le temps sur les nerfs, qui carbure à coups d'adrénaline et extériorise son stress à grands coups de colère. C'est quelqu'un qui s'exprime. Peut-être pas le problème, mais il y a toute une histoire. Juste après, lui, il est bien, tranquille, son énergie psychique est sortie. Et vous qui avez tout absorbé et qui ne l'avez pas extériorisé, vous allez peut-être ruminer pour vous mettre en colère à votre tour aussi. Et vous dire, ah, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui faire ça, et le lendemain, sans réfléchir, et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions. Il est impulsif, il est agressif, toujours pressé, déteste attendre. Tiens, je crois que je m'identifie. Sa réponse au stress va se traduire par des réactions excessives. La moindre contrariété l'irrite. Ces réactions sont disproportionnées, ceci dit. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Et là, il y a une explosion de la réaction. Je vous vois sourire, ça veut dire que vous reconnaissez certaines personnes. Ou peut-être même vous-même. Les autres ont toujours tort. Mais pas lui. Il a toujours raison. L'azaf, c'est de votre faute. Malice, c'est de votre faute. Mais est-ce que la réaction est proportionnelle à l'événement? Vous voyez, c'est ça, l'extraverti. La force tranquille, l'équilibre, d'aller là-bas. Il a des réactions adaptées à la réalité, il est réaliste, positif, il est bien dans sa peau, il sait prendre du recul face aux événements, il contrôle naturellement son stress, réagit avec calme, assurance et confiance face aux situations les plus inattendues. Il ébranle. Il trouve des solutions et investit l'énergie nécessaire à résoudre les problèmes. Il exprime ses émotions, mais à bon escient, vu ce qu'il faut. Il est optimiste,
c'est le gars ou la dame qui voit la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. On aurait tous être comme ça. Hein. Vous voulez tous être... Moi, c'est mon avenir. L'introverti. Le profil, c'est une personne très habitée par le doute. Elle n'est pas sûre d'elle du tout. Elle a tendance à refouler ses sentiments et même son agressivité. Mais il l'intériorise et il rumine. Ce n'est pas la personne calme qui... Celle-là, c'est le profil tout à l'heure, l'équilibre. Hein. Celle qui ne dit rien, il y a des personnes qui ne disent rien, mais qui gèrent. Hein. D'autres, non. Ils voudraient exploser, mais ils ne le font pas. Ils vont imploser. D'accord? Donc, ils s'emportent rarement, mais, et un grand mais, c'est un focal. C'est un focal, pourquoi? Parce qu'il cache sa souffrance. Il est patient, mais moins pressé que le profil A. Il ne bouillonne pas. Il n'attaque pas, mais se range de l'intérieur. Qu'est-ce qui va lui arriver, celui-là? Celui-là, c'est corticoïde. Ah oui. Donc, celui-là, il va somatiser. C'est les fameuses pathologies psychosomatiques. هذوك اللي يتنرفوا ويتوبدوا sont calmes, ça va. Mais attention, les يتنرفوا ويشعلوا, c'est de l'adrénaline aussi. Attention au problème quand tu bascules. Donc, la force tranquille. Donc, il s'agit pour nous, pour toute personne, de trouver sa zone de confort ou sa zone d'excellence. C'est-à-dire développer des stratégies d'adaptation qui seront soit centrées sur le problème quand on peut. D'accord, donc je vais essayer de le résoudre. Mais quand je ne peux pas résoudre un problème, il y a d'autres stratégies qui seront moins coûteuses au plan psychologique. Donc, centrées sur l'émotion. Si je vois que quelqu'un m'énerve, au lieu de m'énerver à mon tour, que les conséquences sont plutôt... Je vais sortir, je vais respirer, respiration abdominale, dire chacun va trouver les mots qui vont les réconforter. Et une fois que je me suis calmée, je viendrai vous dire que ce que vous avez fait ne me convenait pas et que vous m'avez manqué. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours revenir après, les deux antagonistes seront calmés. Et même la personne qui vociférait, qui avait dépassé les bornes, le lendemain, elle va vous dire, excusez-moi, pardonnez-moi, je n'étais pas dans mon état. Bon, en fait, ce n'était pas vous le problème majeur, parce qu'il avait tellement de pression que j'avais quand même fait puis il ne vous rate pas. La plupart du temps, il s'agit de ça. Il faut toujours exprimer ses émotions, mais un peu à froid, pas quand on est énervé. C'est ça la gestion du stress. Ça fait partie. Ça fait partie du changement de comportement. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation de tension que je vais devoir m'emporter. Et ça, c'est un apprentissage. D'accord? Et vous, quel est votre profil de stress? La force tranquille, je sais. Vous êtes pas un mot plus haut qu'un autre, pas de sueur, pas de tachycardie, pas de glycocorticoïdes non plus. Donc, ça, il n'y a pas. Un petit test, vous me suivez? OK. Vous avez à moi 15 questions. Chaque question, c'est soit un R, soit un E, soit un L. Ne trichez pas. La première question, vous avez une surcharge de travail. Que faites-vous? J'ordonnance, je planifie, je suis réaliste. C'est le R. Vous allez compter le nombre de R, le nombre de E et le nombre de L. Vous allez faire un tableau R, E, L. Peu importe l'ordre. Qu'au final, vous sachiez quel est le nombre de réponses R, quel est le nombre de réponses E, quel est le nombre de réponses L. C'est bon pour la première question? Vous avez répondu ou là vous allez répondre? Je la répète. J'ai une surcharge de travail. Première réponse R, j'ordonnance, je planifie, je suis réaliste. La deuxième réponse c'est E, je fais plusieurs choses à la fois. C'est multitâche. La troisième, c'est le L, je me laisse déborder, trop de travail me rend anxieux. N'oubliez pas que j'ai une surcharge de travail. Quel est votre profil par rapport à cette fois? Maintenant, je suis dans l'attente.
chez le médecin du travail notamment, hein, les VP, 60, 70, vous allez devoir attendre 3 heures ou bien dans une banque. Vous allez ranger votre frein. Vous pouvez être patient, c'est un peu anxieux, mais quand même. Réponse L. Réponse R. Je profite pour me détendre, me relaxer ou utiliser mon temps à quelque chose d'agréable. On peut s'occuper. Je m'énerve. Ça arrive. Mais à vous de voir. Quelle est votre réponse la plus proche de votre profil, hein? C'est vrai que c'est variable. Mais qu'est-ce qui est le plus fréquent? Oui. Non. Donnez celui qui est le plus proche à votre profil. D'accord? J'ai une décision à prendre rapidement. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous allez faire ça à longueur de journée. Vous êtes même fait parce que vous devez rendre rapidement votre réponse. Je prends 10 minutes de réflexion pour évaluer la situation. Pas besoin de plus de temps. J'y vais ou j'y vais pas. La troisième réponse, c'est le L. Je panique. Pourquoi? Parce que j'ai une décision à prendre rapidement. Je n'y arrive pas. Je passe le cours de quoi? D'accord? La quatrième question, mon supérieur m'a fait une critique. Ça, c'est une situation. Alors, je prends cette critique comme une information qui me permet de changer quelque chose. C'est bien. Elle, je me sens vraiment coupable. Oh, je me suis trompée, je me suis laissée faire. Oui, mon chef, il m'a fait une critique. J'ai du mal à l'accepter et je réponds agressivement. Vous ne me critiquez pas, s'il vous plaît. Hein? Je ne vous permets pas. La cinquième, il y a un poste à pourvoir qui pourrait être une promotion. Elle, j'aurais bien envie de postuler, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai des doutes. Je postule car je pense que je suis plus capable que les autres. R, je prends le temps de peser le pour et le contre et d'évaluer mes compétences. Je réfléchis. Bien, c'est une promotion, je saurai quoi faire après. Donc, choisissez votre réponse. Je ne vais pas vous influencer. La sixième question est en rapport avec votre emploi du temps. Je suis surchargée, j'ai trop de choses à faire. C'est E. R, j'équilibre ma vie personnelle et professionnelle, chose qui devient de plus en plus difficile, vous en conviendrez. L, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à faire, ni par où je vais commencer. À vous de voir. La septième question, face à mes collaborateurs. R, je fais confiance aux autres en fonction de leurs compétences spécifiques. L, je compte sur les autres car les responsabilités m'affolent. E, je suis exigeant et je suis tatillon. À vous deux. Tatillon, je suis pas calèche. La neuvième, je suis agressée par un collègue en réunion. Je démarre au quart de... Ah, pardon, j'ai sauté. Ah, parce que c'était supérieur. Pardon. Mon supérieur me demande de venir travailler plusieurs samedis. Mais elle, je dis oui, mais à contre-cœur, sans en dire plus. Je me mets en colère et vous trouvez cela inadmissible. Je réponds simplement, soit par oui, soit par non, sans me justifier. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire oui, évidemment. Oui, mais non, je ne peux pas, j'aurais aimé ceci, cela. Il y a des personnes qui vous disent oui, faut qu'elle fasse, ou là, non. Ou là, je me mets en colère, c'est inadmissible. On arrive aux collègues. Ma 9e question. Je suis agressée par un collègue en réunion. Je démarre au quart de tour et je lui réponds violemment. C'est des tempéraments remettre qui bouche gouloujables. Elle, je suis blessée, mais ne laisse n'en paraître rien paraître. R, je lui réponds calmement en recentrant le débat sur le sujet. Ça prend aussi. La 10e, votre responsable vous complimente. R, je l'accepte et je dis merci. Elle, je me dis que je ne le mérite pas. E, je me crois meilleur que les autres. Là, si on vous a fait un compliment, c'est bon. Sinon, vous dites merci.
C'est comme les dames, vous dites, oh, aujourd'hui vous êtes bien jolie. Ah bon, et pourtant je n'ai pas fait d'effort. Ça veut tout dire, hein? Qu'elle ne se trouve pas du tout jolie, la pauvre. C'est bon? OK. Pareil pour les hommes. Hein? Mais bon, c'est des femmes qui sont. Je fais plusieurs choses en même temps. Je suis stimulée. J'aime faire plusieurs choses en même temps. C'est bien, il y a des profils comme ça. Elle, je suis paralysée. Je n'arrive pas. Plusieurs choses à la fois. Ça. Je sais faire un choix. Je vais hiérarchiser ce que je dois faire. La 12e question. Vous êtes en vacances. Vous vous sentez bien et vous profitez de chaque instant. On s'arrête la vacance. Sinon, on ne s'arrête pas. J'alterne les activités sans répit. Ou là, je me sens sans entrain et j'ai du mal à récupérer ça. Les vacances, le sofa et la télé. Ça dépend du coup. Alors, la 13e question. Si on devait vous donner un surnom, ce serait quoi? Cocotte minute, bulldozer, la force tranquille, la plénitude, ou Calimero, le fameux poussin avec un chapeau noir avec une dose, ou là, monsieur, pas de chance. Quel est le surnom que vous pensez mériter? En famille, comment vous vous comportez? R, je prends le temps d'écouter et je profite de l'intimité avec ma famille. E, mes proches se plaignent de mes absences et de mon indisponibilité. L, je m'ennuie et je me sens incompris. Sans réfléchir? Je ne sais pas si vous avez répondu. Hein? 15, ce matin, rien ne va. Je râle toute la journée. Ça ne va pas. Mauvaise humeur. On dit on se lève du pied gauche, ça va être une journée vraiment perdue. Elle, je remets en silence, je ne dis rien. R, je fais une pause. Bon, ça ne va pas ce matin. Je retrouve mon énergie. Celui-là. Je mets mon compteur à 0. J'oublie le pied gauche du matin et je démarre. Donc, à ce stade-là, vous avez 15 questions. Vous allez compter le nombre de R, le nombre de E et le nombre de L. Et vous allez voir votre profil. Si vous n'avez pas triché, ça va dépendre. Si vous avez triché, vous serez dans la force tranquille. Et c'est pas. Vous êtes dans une maîtrise totale des situations. Vous allez atteindre le point de d'équilibre. Oui, comptez. Est-ce que vous avez plus de R, plus de E ou plus de L? Dans la thérapie psycho-comportementale, dans le suivi psychologique, le psychologue essaie de cerner la personnalité de l'individu. Comment il est pour pouvoir orienter sa psychothérapie. D'accord? Alors, vous avez compté? Vous avez fini? Tout le monde a fini? Il y a ceux qui ne sont pas forts de calcul mental, mais est-ce que vous donc, si vous avez une majorité de E, je connais une majorité de E. Oh, bah, voilà, c'est pas la majorité. Vous êtes plutôt type A. C'est des personnes honnêtes, hein? Extravertis, souvent agressifs, suractifs, dans la compétition. C'est d'assez jeunes personnes. J'aimerais bien vous voir dans 20 ans. Vous exprimez vos réactions, parfois de façon quand même disproportionnée, comme vous avez dit au départ et colérique. C'est le profil des ambitieux, des perfectionnistes. C'est pas toujours bon, mais bon, c'est un profil qui réagissent par l'action. Le corps, il répond à quoi? Excès d'adrénaline. Ce qui rend les types A peu sensibles aux dépressions. Hein. Ce n'est pas le genre à faire une dépression, mais attention, il y a une vulnérabilité quand même cardiovasculaire. Voilà. Je connais le don L. La majorité. Vous avez menti.
Si on avait une majorité de F, c'est qu'on est introverti. Et ça, c'est pas du tout bon parce qu'on somatise. Donc, si tu es personne enfermée, anxieuse, plutôt passive et défaitiste, votre réponse va se manifester par un manque de réaction ou une inhibition. Vous aimeriez bien réagir, mais vous ne pouvez pas. Sur le plan biologique, vous allez carburer au glucocorticoïdes. D'accord? Et c'est là où on aura des perturbations immunitaires et il y aura des problèmes de maladies immunoallergiques, inflammatoires, comme les rhumatismes, les dépressions, les infections, voire le cancer. Personne n'a répondu, elle, tant mieux pour vous. Et si vous l'avez caché, changez rapidement le R. Arrêtez de ruminer, exprimez-vous pour diminuer votre tension psychique. Nous avons tous, il y a 3 types d'exutoires pour la tension psychique. Il y a la voix motrice, le footing, casser la vaisselle, casser la gueule à quelqu'un, passez-moi l'expression. Ça, vous devez éviter. Vous dépensez physiquement. Le fait de vous dépenser physiquement va diminuer votre charge psychologique. Il faut que le bilan soit négatif. Il faut que ça sorte. Ça, c'est dans la nature de l'humain. Nous rêvons le soir. Le rêve et le fantasme, c'est le deuxième exutoire. C'est à travers les rêves. Pourquoi nous rêvons? Le cerveau va se régénérer. En même temps, il faut mettre les choses en place. Pardon, et se débarrasser des informations quand il n'en a plus besoin. Le rêve, c'est un consommateur d'énergie psychique. Les deux, elles sont bien. La motrice, le rêve et le fantasme, c'est bien de rêvasser, je suis trop stressée. Un petit film à l'eau de rose qui n'a aucun sens. Je me sens bien après. Je lis un livre. Vous lisez ce que vous voulez, ceux qui seront portés sur la religion, ceux qui vont se porter. Chacun a son exutoire. Et parfois, on en a plusieurs en fonction du moment. Mais si vous n'en avez pas, c'est grave. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé comment faire sortir votre énergie psychique. Du coup, vous allez somatiser. Ça reste à l'intérieur. Glucocorticoïdes, problème de santé. Donc, vous avez une majorité de R, ce serait l'idéal. Vous êtes de type B, vous savez évaluer les situations, faire des choix, relativiser et transformer des situations difficiles en apprentissage. Vous êtes capable de gérer votre stress. En fait, dans la vie, on a une tendance, la personnalité talent, à être du profil E ou du profil R. On est rarement dans le profil R, mais on le devient. Il y a un apprentissage. Soit soit le psychologue يعلمنا. Parce qu'on prend conscience de nos faiblesses et on s'améliore. C'est ça la prise en charge ou la gestion du stress à titre individuel. Et c'est ce qu'on fait aussi dans nos consultations de médecine du travail. On se dit, écoutez, vous êtes vulnérable, vous avez besoin d'une psychothérapie. Et ça donne. C'est-à-dire que là, nous sommes en train d'interroger l'individu par rapport au stress et non pas son environnement. Et comme je viens de vous le dire, selon le contexte, vos profils peuvent changer et présenter une combinaison des 3 profils. Après, ça dépend des moments aussi. Hein. Il faut éviter l'intériorisation. Finalement, en pratique, cette approche transactionnelle psychologique où il y a une double évaluation en matière de perception de contraintes et de perception de savoir-faire ou de stratégie d'adaptation, l'accent est mis sur le mode d'évaluation, c'est le coping. Le coping, ainsi que les possibilités objectives de contrôle, qui tendent à être négligées. Objectivement, on n'a pas grand-chose. C'est vous qui ne savez pas faire face. Donc, est-ce qu'il s'agit de trier les sujets en fonction de leur mode de coping? Nous avons aussi à l'embauche les fameux tests psychotechniques, les fameux tests réalisés par des psychologues pour faire des orientations de la personnalité. Ça aide à dire est-ce que le profil de la personnalité du sujet est adéquat aux exigences du poste. Si à la vue du sang, vous perdez connaissance, ce n'est pas la peine d'être infirmier ou d'être chirurgien. Ça va de soi. On peut travailler sur soi, mais il vaut mieux aller vers des choses que nous aimons faire. D'accord. Mais on ne peut pas trier selon le mode de coping au milieu de travail pour éviter les problèmes de stress. Pourquoi? Parce que les modes de réponse sont peu prédictibles. Nous avons dit, je peux être du profil A, du profil C, du profil... D'accord. Si le stress dépend du jugement, on peut par contre juger autrement. Comment? Tout est dans la tête de l'individu. D'accord?
C'est pour ça que dans la prise en charge des stress à l'échelle individuelle, nous préconisons des groupes de parole. Nous préconisons les thérapies cognitivo-comportementales pour améliorer le faire-face des individus et booster leur personnalité, et aussi qui aboutira à une restructuration cognitive pour mieux faire face. D'accord? Donc, nous avons vu la physiologie chez Sully. On a compris la mobilisation neuroendocrinienne et toutes les conséquences qui pourraient aboutir à des pathologies s'il y a pérennisation de la situation de stress. Les activations de mécanismes cognitifs vont moduler justement cette réaction. Je peux faire face, c'est tant mieux. Je ne peux pas, je vais me retirer. D'accord? Donc, il y a une double évaluation en situation d'agir, celle du stress perçu et celle du contrôle perçu. Jusque-là, nous avons compris que quand il y a un déséquilibre entre le poids des contraintes perçues et l'importance des ressources possibles en moi pour faire face à ces contraintes, s'il y a un équilibre, c'est bon. S'il y a un déséquilibre, je perçois plus de contraintes que de capacité d'agir, je vais être dans une situation de stress. Donc, la physiologie et l'approche transactionnelle de l'analyse. Mais au final, jusque-là, on a compris ce qui se passe dans le corps quand on stresse. Et on a compris avec Lazarus que si on stresse, c'est parce que nos stratégies d'adaptation sont défaillantes. Elles sont soit centrées sur les émotions, soit au contraire sur le repli sur soi. D'accord? Ou l'évitement. Nous ne réglons pas le problème. D'accord? Ça veut dire que le milieu ou l'environnement, y compris l'environnement de travail, n'y est pour rien. Notre chercheur, on dit, bah oui, je comprends. La personnalité du sujet est importante à prendre en compte, mais si les collectifs des travailleurs stressent, ce n'est pas parce qu'ils sont vulnérables. C'est qu'il y a quelque chose dans ce milieu qui irrite ces personnes. Quand c'est une personne dans un groupe, l'approche de Lazarus, c'est bien. Soit que cette personne, selon ses attentes, son profil de personnalité, n'est pas au bon poste, il faudra régler le problème à l'échelle individuelle, soit il y aura des possibilités d'adaptation avec le temps. Là, on peut gérer à l'échelle individuelle. Mais si dans cette salle, j'ai plus, je ne sais pas combien on est, c'est plus de la moitié qui disent ah non, je ne suis pas à l'aise, il faudra les écouter quand même. Hein. On va dire écoutez, vous êtes vulnérable, vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui a été développé dans l'approche causaliste. L'approche causaliste, c'est le stress d'un point de vue des épidémiologistes et des statistiques. Là, il y a eu des études qui ont été faites pour interroger le milieu de travail et identifier les irritants psychiques au milieu de travail, à l'instar des autres risques professionnels tels que le bruit, les vibrations, le risque chimique, etc. Quelle est l'épine psychologique du milieu de travail qui fait que cela dépasse la stratégie d'adaptation de la majorité du collectif de travail? Ils en ont trouvé. Est-ce que vous vous rappelez les deux approches principales en matière d'approche causaliste? Madame? Oui. Vous avez une réponse? Il y a deux approches dans la littérature qui ont aidé beaucoup dans la compréhension des facteurs de risque du stress au milieu de travail. Quels sont-ils? Que vous les connaissez? Vous êtes fatigué? Il fait quelque chose, quoi. Hein? C'est tombe. Ok. Lazarus, c'était l'approche transactionnelle. Approche cognitive, la double évaluation du stress perçu et de stratégie de coping. Celui, c'est l'explication physiologique et physiopathologique du phénomène de stress ou des réactions du stress de l'organisme. Maintenant, il y a des chercheurs qui ont interrogé pas les individus, mais le milieu de travail pour trouver qu'est-ce qui fait souffrir les travailleurs, qu'est-ce qui met sous tension psychique les travailleurs. Principalement, il y a deux courants. Oui, ceux-là, ils sont partis dans les conditions de travail. Plus précisément, à analyser l'organisation du travail et détecter quels sont les facteurs ou les déterminants qui potentiellement pourraient faire souffrir les travailleurs ou les mettre dans une situation de tension psychique et évoluer par la suite en pathologie décrite par ce livre, par exemple, et décrite par d'autres recherches médicales. Il y a deux modèles.
Quelles en sont les causes? Dites-moi quelques-unes. Donnez-moi quelques-unes. Dans l'organisation du travail, qu'est-ce qui pourrait faire souffrir les travailleurs? Les relations de travail. Elle dit les relations de travail. Si les relations de travail sont bonnes, est-ce que je vais stresser? Les relations avec qui? Avec les collègues, avec la hiérarchie. Dans les relations de travail, donc le climat relationnel au milieu de travail pourrait être pathogène. S'il y a des tensions, s'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas d'entraide. Vous dites l'organisation du travail. Qu'est-ce que dans l'organisation du travail pourrait être délétère pour la santé mentale des travailleurs? La charge de travail. Et dans la charge de travail, peut-être qu'il y aura la mauvaise répartition des tâches. Le pouvoir décisionnel. Si vous avez la possibilité d'interagir avec le process, si vous avez la possibilité de montrer de quoi vous êtes capable. C'est bien aussi, c'est un espace à investir pour votre épanouissement. Parce que l'être humain dans son travail, mais le travail, c'est un. L'être humain est un donneur de sens. Quand il fait quelque chose, il faut que ça ait du sens pour lui. S'il perd le sens que la chose a, notamment le travail, il va manquer d'intérêt à ce travail-là, il va en souffrir. D'accord. Donc, tout ce que vous dites est juste, la latitude, les relations. C'est facteur de risque. Quels sont ces facteurs? La question est là. Vous avez dit la charge de travail, quand elle est intense. Vous avez dit les horaires atypiques. Oui, ça pourrait être des facteurs. L'insécurité de l'emploi, c'est un facteur. Il vous dit l'insécurité, le salaire, ça s'appelle comment dans les recherches médicales, dans les recherches sur le concept du stress? Motivation. Il a dit salaire insuffisant et insécurité de l'emploi. C'est-à-dire, راني نخدم وخايفة يحبسوني وراني نخدم et je fournis beaucoup d'efforts pour زوج دورو. Ce sont les fameuses récompenses. Effectivement, l'un des socles de facteurs de risque en matière de santé mentale, ce sont les récompenses qui ne sont pas à la hauteur de la charge de travail que nous estimons comme étant excessive. Ça va altérer votre motivation, ça va de soi. Donc, ça va vous mettre dans des situations de tension. Elle a dit les relations. Bien. Les relations, quand vous êtes dans un collectif, vous avez de l'empathie, vous êtes vraiment intégré à ce collectif, vous vous entendez bien avec vos collègues, il y a de l'entraide. Vous n'allez pas au travail avec la boule au ventre. Vous n'avez pas peur de voir vos collègues. Vous y allez avec plaisir. Et pourtant, il y a une montagne de travail à faire. Et parfois, il y a même un chef de service que vous jugez comme étant monstrueux. Mais parce que vous vous entraidez, parce que vous êtes soudés, ça a un effet protecteur. Et là, les contraintes vont mieux passer. Et quand il s'agit de relations, on parle de soutien. On parle de soutien. Comme c'est des relations, on parle de soutien social. Donc, je vous ai tiré du nez les récompenses et le soutien social. On intègre la charge de travail avec tous les facteurs. On dit la charge, on dit les récompenses, on dit le soutien social. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, je suis désolée, je n'ai pas prêté attention pour reprendre les mêmes mots. Vous avez dit la latitude, c'est ça, le pouvoir, la latitude décisionnelle. Vous dites quoi? C'est une dépression assurée ou c'est un cancer assuré? C'est une affection cardiovasculaire assurée. Et quand je vous dis charge de travail, latitude décisionnelle, autonomie, ça vous fait penser à quel cancer? Le cancer. Alhamdoulilah. Donc, il y a un chercheur qui a essayé de trouver les épines irritatives dans le milieu de travail. Il vous dit, eh ben, il y a un problème, c'est un déséquilibre entre la charge de travail et l'autonomie. Et a fini par ajouter une troisième dimension, c'est le soutien social. C'est 15.
Je compte gagne les récompenses par rapport à quoi? Donc, vous avez dit les efforts, on est toujours pour la charge de travail, et les récompenses. Quand la charge est importante, tu es là, pour les récompenses faire. Vous êtes content? Il y a un déséquilibre. Vous êtes content? Non, rassurez-moi. Donc, quand je fournis beaucoup d'efforts et c'est lourd, mais par contre, je ne reçois pas beaucoup de récompenses, ben, du coup, je suis dans une situation de tension. Qui a dit ça? Arrête, ta vision, j'espère la côté. C'est bon. Alors, donc là, on est dans un constat collectif. On a quitté l'individuel. D'accord? On est dans le milieu de travail. Et ce sont des concepts qui ont été développés dans les années 80. Donc, c'est relativement récent. Nous avons deux modèles. Celui de Karasek, la demande et l'autonomie, et celui de Segris, que vous avez oublié, mais ce n'est pas trop grave. Donc, c'est le déséquilibre entre les efforts et la récompense. Il y a une chose. Lazarus, dans son approche transactionnelle, il a remis en question la personnalité du sujet. Il vous dit, si vous stressez, c'est qu'il y a une certaine vulnérabilité. Mais Karasek, il dit non, c'est la charge de travail. Mais que dit Segris? Segris, maintenant, je suis à la charge de travail. Elle a les efforts. Les efforts fournis au regard de la charge de travail, ça va de soi. Donc, les efforts fournis selon les contraintes de la charge de travail. Mais Segris a donné raison à Lazarus. Il prend en compte la personnalité. Donc, c'est une dimension, les efforts, c'est vraiment deux. Nous avons les efforts extrinsèques en rapport avec le milieu et les efforts intrinsèques où il y a le concept de surinvestissement. Il aime ça, il adore ça. Donc, Segris a pris en considération le profil de personnalité. Donc, vous voyez comment, au plan recherche, comment les concepts ont évolué. Au début, on parlait de pénibilité au travail, maintenant, on parlait du stress, maintenant, on parlait des risques psychosociaux. Récemment, on regroupe tout ça dans les risques psychosociaux. On verra demain, en synthétisant la conférence, c'est quoi ces risques psychosociaux au final? Parce que finalement, il y a tellement de tiroirs, il y a tellement de mots. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai demandé de me donner au moins un mot qui vient à la tête. C'est toute une parenthèse de mots. المهم ما تنساوش السيريس. Que dit le modèle de Karasek? Il prend en compte trois dimensions. Au lieu de l'appeler charge de travail, c'est la demande psychologique. Et d'ailleurs, même quand on veut évaluer la charge mentale, il faut aller vers le Karasek. La latitude décisionnelle et le soutien social. Il y a une question? La pression psychologique, c'est quoi pour Karasek? Il y a un questionnaire que vous connaissez. C'est là d'où les questions. La demande psychologique, elle fait référence à quoi? À la quantité importante de travail accompli. La charge qui est en quantité. Maintenant, les exigences mentales, là, c'est en qualité. Plus le travail est exigeant en plan mental, plus c'est complexe. Contrainte de temps liée à ce travail. Moi, je suis en train de subir une contrainte de temps puisque j'ai perdu du temps et là, je dois tout vous dire. Dans son questionnaire, on va trouver des questions par rapport à avez-vous une quantité excessive de travail? Est-ce que vous avez un travail mental élevé? Est-ce que vous devez vous concentrer de façon intense pendant de longues périodes? Est-ce que vous avez des demandes contradictoires? C'est-à-dire, tantôt on vous dit voilà ce que vous devez faire et tantôt on vous dit le contraire. Là, on est dans un conflit de rôle. Ça pourrait être deux personnes différentes, deux chefs. C'est pour le CAC, c'est pour le CAC. Ça pourrait être le même, lunatique. Des fois, je leur dis à mon équipe, quand vous avez fait ça, vous deviez faire ça. Ah non, c'est vous qui l'avez dit. Ah bon? Donc, attention. Interruption fréquente. C'est aussi un facteur de charge de travail, de demande psychologique, parce que quand on est interrompu, surtout si le travail est mental, nous devons reprendre tout le processus de traitement de l'information et ça devient encore plus lourd. Surtout le téléphone. Surtout les téléphones, les collègues, surtout quand c'est des alors que vous êtes concentré sur votre travail. Un travail très mouvementé, le manque de temps pour effectuer le travail, bah, du coup, vous devez accélérer la cadence. Un travail qui est très rapide de lui-même, où le travail est souvent ralenti, on attend les autres. Vous attendez que les autres finissent pour que vous puissiez commencer et vous êtes.
Donc, c'est autant de contraintes que Karasek a injectées dans son questionnaire pour apprécier les demandes ou la pression psychologique ou apprécier la charge mentale de façon globale. D'accord? Au regard de cette demande psychologique, qu'en est-il de la latitude décisionnelle? La latitude décisionnelle selon la Karasek est subdivisée en deux dimensions. La première, elle nous en renvoie vers l'autonomie décisionnelle, la deuxième vers la possibilité d'utiliser ses compétences. Donc, dans l'autonomie décisionnelle, c'est est-ce que vous avez la possibilité d'exercer un certain contrôle sur votre travail? Est-ce que vous avez de l'influence sur les décisions qui sont prises concernant votre concernant? Ensuite, est-ce que votre travail vous permet d'être créatif? Est-ce que votre travail vous permet de développer vos compétences personnelles? Si c'est le cas, est-ce qu'il y a un accomplissement de soi au travail? Parce que quand on se donne et quand on a un espace de créativité, on est content parce qu'on a contribué à améliorer ce que nous faisons. Et puis, il y a aussi le regard des autres. Nous nous soucions beaucoup du regard des autres. Nous aimons voir qu'on est estimé par nos pairs. On ne peut être estimé que si on est compétent. Et on a de le montrer. C'est ce qui nous aide. Parce que plus je me montre compétent, plus je me montre créatif, plus je serai contente de moi, plus je vais assouvir le besoin d'accomplissement de soi. D'accord? Dans l'autonomie décisionnelle, il pose la question, est-ce que vous pouvez prendre des décisions de façon autonome? Est-ce que vous avez la possibilité de décider comment faire votre travail? Est-ce que vous avez de l'influence au travail? Pour ce qui est de l'utilisation des compétences, est-ce que les aspects de votre travail favorisent l'utilisation des compétences comprenant la possibilité de développer vos habilités, d'apprendre des choses nouvelles, d'utiliser un niveau élevé de qualification, de faire un travail varié et d'utiliser votre créativité? Et ça, c'est une échelle Likert qui l'utilise. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord? D'accord, en passant par je suis d'accord ou pratiquement pas d'accord. D'accord. Et c'est le questionnaire de Karasek. Et c'est malgré qu'il y a de nouveaux questionnaires, vous allez retrouver ces dimensions qui sont injectées. Au départ, c'est le questionnaire de Karasek. Est-ce que c'est compris jusque-là? Donc, nous avons les pressions psychologiques, nous avons la latitude décisionnelle avec la sous-échelle autonomie décisionnelle, utilisation des compétences. Et quelques années plus tard, il a rajouté une troisième dimension qui pour lui aurait un effet tampon, et c'est le soutien social dont on a parlé. Donc, il a travaillé avec Johnson. Il a rajouté cette troisième à son modèle. C'est le soutien qui pourrait modifier l'association entre la tension au travail et la survenue de problèmes de santé. Parce qu'il a couplé la demande psychologique avec la latitude décisionnelle. Il y a un cadran où les travailleurs, où la situation du travail est qualifiée de tendue, c'est-à-dire que c'est une situation de travail qui va générer de la tension psychique chez les travailleurs. Il a fait des recherches, je vais le dire tout de suite, sur plusieurs années. Cette recherche avait des valeurs prédictives comme il l'avait prévu. Donc, le soutien social, il y a aussi deux types de soutien. Le soutien socio-émotionnel, dont on avait parlé tout à l'heure, c'est l'esprit d'équipe et le degré de cohésion dans le groupe de travail. Le deuxième, c'est le soutien instrumental. Est-ce que vous avez tous les outils de travail dont vous avez besoin pour l'accomplissement de vos tâches? Et il y a des moyens, mais qu'on ne met pas à votre disposition, vous vous sentez moins soutenu techniquement. Donc, il y a deux types de soutien qu'il précise dans son questionnaire. Le soutien social des collègues, c'est l'esprit d'équipe. Est-ce qu'il y a de l'écoute? Est-ce qu'il y a le partage de l'expertise dans le travail? Pour le soutien social avec les collègues, ici avec les supérieurs, il y a un leadership approprié, donc un management participatif, l'écoute de la réponse aux besoins, la considération et le respect. Voilà ce que dit Karasek dans son modèle. Pour la Karasek, durant plusieurs années de travail, il a émis une hypothèse. Il a précisé que la capacité d'une personne à faire face, vous voyez, il y a une stratégie là, il y a des contraintes et la possibilité de faire face à la tension résultant d'une demande élevée, c'est la demande psychologique, à une latitude qui est faible, sont meilleures lorsque la personne dispose d'un bon soutien social au travail. C'est la pilule qui va nous faire avaler les contraintes liées au manque d'autonomie et à la charge ou à la demande psychologique élevée. Je vous ai dit tout à l'heure, même si je n'ai pas trop de latitude, même si j'ai trop de travail, si je suis bien intégrée dans mon collectif de travail, c'est mon collectif de travail me considère l'un des leurs,
il y a une intégration sociale si vous voulez, dans le travail, je vais me sentir mieux puisqu'il y a en plus de l'entraide. Donc, ça fera passer. C'est un facteur protecteur et il l'a prouvé. C'est une hypothèse vérifiée dans ses travaux sur la maladie coronarienne, démontrant l'importance du soutien social comme modulateur du risque résultant de ces contraintes. Donc, il avait pris des groupes où il y avait une demande psychologique élevée, une latitude de base, un soutien social inexistant. Ils ont fini par développer des maladies cardiovasculaires, d'amoindrir leur loisir social, de souffrir d'isolement social. Par contre, l'autre groupe, à contrainte égale en matière de demande psychologique et de l'attitude décisionnelle, mais par contre, ce groupe-là jouissait d'un soutien social satisfaisant, que ce soit émotionnel ou technique. Donc là, ça avait un facteur modèle. Voilà ce que dit Karaset. Finalement, dans ce concept de Karaset, nous avons les facteurs de risque du stress qui sont en rapport avec ce que vous avez dit, la charge de travail qui est énoncée comme étant la demande psychologique, c'est en rapport avec l'attitude décisionnelle et c'est en rapport avec le manque de soutien social. Si vous avez ces trois ingrédients, il y a une situation de tension qui va dégénérer vers des problèmes de santé inévitablement. Et c'est ce qu'il a repris dans ces cadrans. D'accord? Donc, le travail est sain, même quand il y a une demande élevée. D'accord? Vous voyez ici, demande élevée, mais contrôle élevé, c'est bien. Ici, vous avez une demande élevée, mais, un contrôle élevé, mais une demande faible, c'est bien, c'est un travail qui est actif. Mais par contre, ici, rien n'est élevé. Ni vous travaillez, ni vous contrôlez. Par contre, là où c'est dangereux, c'est là où la demande est forte, le contrôle est bas, et le soutien est faible. Le travail est qualifié d'ordre dangereux au plan psychologique. Et c'est ce que permet le questionnaire de Karaset de mettre en exergue dans des situations de travail où les organisations pourraient être pathogènes, comme on l'a dit, parce qu'il y a... Donc, qu'est-ce qu'on fait pratiquement? C'est qu'on prend le questionnaire de Karaset, c'est des scores, nous devons suivre la méthode, et on prend l'axe de la latitude décisionnelle et l'axe de la demande psychologique, et nous prenons la médiane des scores. La médiane, c'est la valeur qui partage les réponses 50-50. D'accord. Et on va les croiser. Si j'ai une latitude décisionnelle qui est faible, mais la charge, elle est élevée, c'est ce groupe-là qui est ciblé. Le sujet est stressé. Le sujet est dans une situation de tension, donc le job strain. Et ça va être encore plus grave. Je vais évaluer le soutien social. Si le soutien social n'est pas satisfaisant, je pourrais dire que ces personnes, dans ce cadre-là, sont dans une situation, dans une organisation de travail qui pourrait porter atteinte à leur santé mentale. Par contre, ici, le sujet est actif, hein, il a une grande latitude décisionnelle, il travaille beaucoup, ça c'est bien. Ici, par contre, le sujet est détendu, il a une grande latitude décisionnelle, mais pas grand-chose à faire. Mais il y a ce cadran-là, est-ce qu'il pose problème ou pas? C'est sujet passif. ما عنده latitude, ما عنده خدمة. Il est passif. هذا, il est envers. شيشة طالبة معيشة. Mais est-ce que ça, le profil تاعو شيشة طالبة معيشة ou là, il se considère comme un être humain qu'il est réduit à une plante verte? Tout le problème est là. Donc ici, vous gardez en tête que ce cadran est très dangereux, mais est-ce que celui-ci est dangereux ou pas pour la santé mentale? Il pourrait l'être. Il pourrait l'être. Dr. Touaille me parle de dépression. Oui, c'est une situation de travail, une organisation du travail qui n'est pas indemne de tension psychique. Là, j'ai la tension psychique parce qu'il ne travaille pas. Elle a reçu le Dr. Touaille un patient comme ça. Et pourtant, quand les premières études en Algérie commençaient sur le stress, je ne vois pas pourquoi vous faites des enquêtes sur le stress. Les Algériens ne travaillent pas. Ben justement, ils pourraient être stressés parce qu'ils ne travaillent pas. C'est OK pour cette plaque? Merci. Le deuxième modèle, c'est celui de Segrist. Ouais, je sais pas, Segrist. Karaset, c'est le déséquilibre entre les demandes psychologiques dans les contraintes en rapport avec la charge de travail, avec tous ces paramètres, et la latitude décisionnelle, et ces deux paramètres pourraient être aggravés par le manque de soutien.
On doit être déséquilibre, d'accord. Segris, il a continué un peu dans le même sens, mais il a apporté un plus. C'est quoi le plus? C'est que pour lui, c'est un déséquilibre entre les efforts fournis par l'opérateur et les récompenses. Il pense qu'il a droit et qu'il va les percevoir comme étant insuffisantes. Enfin, peut-être quoi. La même équipe va dire non, ça va, tu me donnes non. Au regard de ce que je donne, je ne reçois pas assez. Là, ou pour ces gris, c'est un problème. Donc, pour les efforts, Segris ne s'est pas concentré sur la charge de travail uniquement. Ce n'est pas seulement les efforts extrinsèques qui sont pratiquement les mêmes paramètres que ceux donnés par Karasek dans la demande psychologique, mais il y a les efforts intrinsèques. D'accord? Les efforts intrinsèques, pareil avec Karasek, sont liés aux contraintes de temps, aux interruptions fréquentes, aux nombreuses responsabilités, à l'obligation de faire, aux efforts physiques exigés. Vous êtes d'accord? C'est un peu ce qu'a dit Clara, c'est la charge de travail. Mais les efforts intrinsèques, ce qu'on appelle aussi le surinvestissement au travail, vont traduire les attitudes et les motivations liées à un engagement excessif. Et ça, vous devez vous concentrer sur cette histoire d'engagement excessif. Ce sont des personnes qui se donnent à fond à leur travail au regard des contraintes. Donc ici, il y a une double contrainte. Il y a la contrainte du travail lui-même et la contrainte que s'impose l'individu dans son surengagement. C'est des personnes qui ont un sens du devoir très aigu, un besoin inné de se dépasser. C'est des personnes qui se concentrent presque ça. Elles ont besoin de se dépasser tout le temps. Elles ont, pourquoi? Parce qu'elles ont aussi une expérience autogratifiante de relever des défis. Plus ils travaillent, plus il est heureux. C'est bien, parce qu'elle a réussi. C'est bien. Mais, à un moment donné, il va s'interroger sur les récompenses. Et là, vous voyez, Segris a rejoint ce qu'a dit le concept de Lazarus pour la prise en compte de profils de personnalité qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Les récompenses. Donc, on a les efforts extrinsèques liés à l'organisation du travail et les efforts intrinsèques liés au surinvestissement de certains profils de personnalité. Ceux qui veulent relever, ceux qui aiment relever les défis, ceux qui veulent se surpasser, ceux qui aiment réussir et se donnent à fond. Les récompenses portent sur les récompenses monétaires, donc un salaire insuffisant, vous en avez parlé, le manque d'estime et de respect au travail. Il n'y a pas que l'argent. Si on ne me respecte pas, si on ne m'estime pas, ce qui revient à un peu ce qu'a dit Karasek, au faible soutien et au traitement injuste sur le lieu de travail, l'insécurité de l'emploi que vous avez cité tout à l'heure, et les faibles opportunités de carrière, donc les promotions, et les perspectives de déqualification, et un travail qui ne correspond pas à la formation. Ce sont autant de critères qui sont pris en compte par Segris dans le volet récompense. Donc, voici schématiquement le déséquilibre entre les efforts et la reconnaissance. Là, les efforts, gardez en tête que sont en rapport avec des efforts extrinsèques, donc en rapport avec des demandes, avec des obligations de faire. Les efforts intrinsèques, c'est des personnes très motivées qui sont dans le surinvestissement au travail. Ce n'est pas forcément une bonne chose, on verra après pourquoi. Parce que celui qui va fournir autant d'efforts va être plus regardant sur la reconnaissance en matière de respect, d'estime, de salaire, de promotion, de sécurité de l'emploi. Avez-vous compris cette plaque? Vous avez oublié Segris. Vous avez gardé le Karasek, mais Segris, vous l'avez complètement oublié. Donc voilà, quand les efforts sont élevés et qu'il y a de faibles récompenses, toujours en rappelant qu'il s'agit d'efforts extrinsèques et de surinvestissement, et que les faibles récompenses, ce n'est pas seulement l'argent, mais l'estime, mais le statut, eh ben, elle est dans une situation de stress. Elle est dans une situation de déséquilibre. Vous me donnez trop de travail et je donne beaucoup, mais je ne suis pas récompensée. L'insatisfaction va se pointer, l'adrénaline, la noradrénaline, d'accord? C'est-à-dire que physiologiquement, quelle que soit la situation, ça finit par la mobilisation de l'endoctrine. Elles sont aiguës, l'adrénaline. Si ça tarde, c'est l'adrénaline dans l'adrénaline, plus les glucocorticoïdes. Et c'est là où se posent les problèmes de santé. Maintenant, le déséquilibre effort-récompense, nous avons la théorie de l'équité. C'est-à-dire,
l'être humain ou l'opérateur va mettre dans une balance ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. D'accord? Ce que je peux donner et ce que je peux recevoir. Que puis-je donner? Je donne de mon temps. Je donne de mes qualifications. Je mets ça à la disposition de la situation de travail, de l'organisation de travail. Je donne de ma formation. Je donne mes habilités, mes compétences. Je mets au service de mon travail. Je donne de la créativité. Je donne de mon ancienneté. Je donne de ma loyauté à l'organisation. Je donne des traits de personnalité, de surinvestissement. Effort fourni. Chacun va peser les efforts qu'il a fournis et mon apparence, parce que dans certaines professions, l'apparence est exigée. Pas question d'arriver en jean et basket. Et si vous devez porter votre cravate sur les 8 heures et que vous êtes plutôt du genre cool, c'est un effort. OK. Etc. Que puis-je recevoir? Ce que j'attends recevoir au égard des efforts. Ben, j'attends avoir un bon salaire. J'attends percevoir des bonus, des bénéfices, affectation stimulante, sécurité de l'emploi. On en a parlé tout à l'heure. Les échelles de carrière, les promotions, les symboles de statut social, une voiture, une tenue, ça dépend. Ben oui. Oui, l'environnement de travail agréable, c'est bien. Ou bien sécuritaire. Les opportunités de développement pour les croissances personnelles, la reconnaissance et la participation aux décisions importantes. Donc, c'est cette balance que l'opérateur ou le travailleur opère. Il est bien, c'est à l'équilibre. Il n'est pas bien, c'est voilà. D'accord? Donc, vous voyez ici, pour le CARASET, pour l'approche entre l'effort, les demandes et les marges de manœuvre et le soutien social. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation de faible tension psychique parce qu'il y a des demandes faibles et autonomie élevée. Ici, on va se retrouver dans un axe du développement personnel. J'ai trop de choses à faire et une bonne autonomie. Ben, ça, c'est généralement les personnes qui ont beaucoup de latitude dans le bas. Vous avez le médecin, vous avez les cadres dirigeants en principe. Ils ont beaucoup de travail, ils ont des responsabilités, mais ils peuvent prendre des décisions et ça, c'est stimulant. Donc, on est dans un axe de développement personnel. Ici, par contre, situation très passive, pas trop de charges et pas trop de récompenses. Ici, par contre, les exigences, ça va dans le sens des exigences de travail. Là, on est dans une situation de forte tension psychique et c'est cet axe-là qui fera souffrir les travailleurs. Pratiquement cet axe. La balance effort-récompense, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de la pénibilité du travail. Donc, c'est les efforts, la charge physique, la charge mentale, les objectifs, les exigences en matière de quantité, en matière de qualité, les délais d'exécution et, par ailleurs, ce qui va atterrir la motivation du travailleur, c'est la rémunération, c'est la reconnaissance, c'est l'estime, le statut, la promotion et la sécurité. Est-ce que vous avez dans ces deux modèles les principaux facteurs de risque et de tension psychique dans les organisations de travail pathogènes. Vous n'avez même pas besoin de revoir vos manuels si vous avez en tête le modèle de Segris et vous avez le modèle de Carazet. Vous allez avoir 90% des facteurs de risque en matière de santé mentale. Ça résume tout. D'accord? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est question de perception. Donc, ça dépend du collectif, ça dépend aussi de l'individu. Ce qu'on perçoit. On est dans une situation d'équilibre quand mes ressources sont en équilibre avec les contraintes. J'ai la force physique pour ça. D'accord? Préparer un cours, j'ai les facultés mentales pour ça. Ça va, ça ne dépasse pas. D'accord? Là, c'est une situation d'équilibre, ça va. C'est quand il y a une situation de déséquilibre entre quoi et quoi, entre les contraintes perçues et les ressources. Là, tension psychique, mode stress, adrénaline, noradrénaline, glycocorticoïdes. Ça ne va pas. Comment je vais régler le problème? Principe de prévention. Les contraintes, ne touchez pas. Hein. Le travail, le forage d'un puits ne deviendra jamais une partie de plaisir.
D'accord, on ne pourra pas jouer sur ça. Là, je prends le domaine où vous exercez. Donc, les ressources de l'individu peuvent être perçues comme étant pas suffisantes. Mais ce qui fera passer la pénibilité du forage du puits, c'est d'équilibrer les choses. Comment je vais équilibrer les choses? Je peux pas agir. Le mieux, c'est d'agir ici. Les ressources. Les ressources, ça doit être non. وكلني مليح عطيني دراهم مي جو عطيني دراهم عطيني دراهم نخدم ما نخدمش نمرض لا وليدي. Comment on va changer là? Là, on va jouer sur les facteurs modulateurs dont on a parlé tout à l'heure. Les contraintes, malheureusement, elles sont toujours là. Mais ce qui va contrebalancer ces contraintes, c'est d'investir dans la reconnaissance et dans le soutien social. C'est comme ça qu'on pourrait améliorer le climat psychosocial dans l'entreprise. Un merci fait toujours plaisir. Un exaha fait toujours plaisir. Un bon bonus en fin d'année, ça stimule encore plus. L'évolution de carrière, les promotions, il faut qu'elles soient justes. Ce n'est pas celui qui bosse en fin d'année, il n'a pas la promotion, c'est le gars à côté qui ne fiche rien. Ça, c'est une injustice. L'année d'après, ne comptez pas sur lui. En plus, il va stresser, il va être malade. D'accord. Ici, nous sommes des médecins du travail. Je suis en train de vous donner les concepts de la santé mentale, notamment de la théorie du stress. Vous allez rechercher ces facteurs de risque dans les situations de travail. Et c'est à vous aussi de dire là où le bas blesse. Vous êtes un acteur de prévention. Si vous ne savez pas ça, comment vous allez conseiller à votre employeur? Quand il y a un climat psychosocial délétère et qu'on ne peut pas jouer sur les contraintes techniques, il y a des leviers qu'on peut activer, la reconnaissance, le soutien social. Mais bien sûr, c'est la hiérarchie, c'est le cadre dirigeant, c'est pas nous médecins du travail. Mais vous, médecins du travail, qu'est-ce qui vous est demandé? Conseiller. Vous devez conseiller des choses en connaissance des codes. Non? Vous-même déjà? Bien sûr. Je l'ai vu d'après votre profil de stress tout à l'heure. Oui, vous avez raison. Et on va traiter le burn-out et vous allez voir pourquoi ça fait trop mal. Parce que vous êtes médecin ou parce que vous êtes un infirmier, pourquoi ça vous fait mal? Ça va vous faire mal d'autant plus en fonction de vos efforts intrinsèques. Ça me permet de vivre décemment. Vous êtes passif. Ça ne sera pas la, comment dirais-je, la félicité en matière d'accomplissement de soi. Vous allez survivre. Puis si vous avez un manque de respect, si vous avez un manque flagrant de reconnaissance, vous n'allez pas faire long feu. Vous allez développer une HTA, vous allez développer un diabète, ou bien un cancer. Maintenant, c'est à vous de voir. Ce n'est pas aussi simple que ça de changer. Mais à vous c'est à vous de peser le pour et le contre. Et là, vous devenez la personne qui est en souffrance. Donc, c'est à vous, avec votre médecin du travail, avec votre médecin traitant, le psychiatre notamment, le psychologue, avec vous et votre famille, pour pouvoir écouter, ma survie passe avant tout. Je cherche comment m'échapper de ce climat psychosocial délétère. Et effectivement, en tant que médecin, vous n'êtes pas à l'abri de ces facteurs de risque. Bien au contraire. Finalement, si on résume les facteurs de risque, ils sont multifactoriels. On a vu la charge de travail, donc le contenu du travail à réaliser. Les organisations du travail délétères, pas de lassitude, pas de soutien, rien. Les relations de travail et l'organisation du travail. Et l'environnement de travail de façon générale, y compris les conditions de travail en matière de bruit, en matière de nuisance. Il y a aussi le facteur individuel. Il y a évidemment le concept de l'entreprise elle-même, de sa stratégie. Ça dépend, ça diffère. Donc, ce sont autant de facteurs, mais ceux qui sont au cœur de la souffrance au travail, c'est ce qui a été énuméré par Carazet, c'est toujours, et c'est Gris, c'est toujours la charge de travail,
Mais à contrario, la demande psychologique, la latitude décisionnelle et le climat psychosocial, c'est-à-dire les relations de travail et le manque de récompense. Ces quatre-là, c'est la pierre angulaire des facteurs de risque psychosocial. Donc, il y a les facteurs liés à la tâche, ça nous renvoie à la charge de travail, au rendement, au degré de précision dans la tâche, à la qualité, à la vigilance, à la monotonie de la tâche, à la répétition. Parfois, c'est une tâche fragmentée. Donc, ce sont autant de facteurs que nous pouvons relever ou que nous devons relever dans l'analyse des situations de travail. Il y a les facteurs liés à l'organisation du travail dont on a parlé, absence de contrôle sur la répartition des tâches, pas de l'attitude, imprécision des missions confiées. Là, par contre, on est dans l'ambiguïté de rôle. On ne sait pas. Pardon. Qui fait? Pas d'objectif, rien, pas de directive, rien. Débrouillez-vous. Là, l'opérateur est perdu. Contradiction des exigences du poste. Là, c'est le conflit de rôle. Horaire de travail inadapté à la vie de famille, parce qu'il y a le chevauchement des deux. Contrat de travail précaire, on est dans la stabilité de l'emploi. Les facteurs psychosociaux qui nous renvoient aux relations sociales, absence de reconnaissance sociale, support social pauvre, collègues supérieurs, harcèlement moral et conflit. On a rajouté des choses. D'accord. Le syndrome des bâtiments malsains. Hein? Le syndrome des bâtiments malsains. Est-ce que le syndrome des bâtiments malsains au plan nuisance déjà? Oui, évidemment, parce que c'est confiné. Là, on est dans l'environnement du travail physique. Par contre, déjà, c'est un bâtiment malsain. Les comportements sont malsains, donc tout est malsain. Généralement, ça va te faire. Je ne sais pas, c'est peut-être le climat qui rentre. C'est peut-être les nanoparticules là, qui flottent qui rentrent. Il y a les facteurs liés à l'environnement, comme je viens de vous dire, le bruit, la chaleur, le manque d'éclairage, les bâtiments malsains, etc. Ça joue sur le moral, comme dirait l'autre. Donc, en conclusion, les trois approches stimulus-réponse que nous avons vues aujourd'hui en matière d'explication du concept du stress, on est parti du concept physiologique, on est parti vers le concept psycho-cognitif de Lazarus, on est parti vers le modèle du concept causaliste qui remet en question l'environnement de travail, celui de Karasek et celui de Segris, mais qui rajoute aussi la vulnérabilité individuelle. Donc, il y a une grande production de connaissances scientifiques sur l'importance des liens entre ces phénomènes sociaux et les phénomènes psychologiques au travail et le développement de plusieurs pathologies. Maintenant, c'est sûr, c'est clair, quand on subit des tensions au travail, ça finit par l'éclosion des pathologies qu'on a vues et c'est un fait scientifique établi. Le repérage, justement, en tant que préventeur et l'identification de ces stimuli va faciliter la mise en place d'actions de prévention. Ce dont je vais parler demain dans une conférence dédiée à la prévention. Nous devons, la première étape, à l'instar de tous les risques professionnels, c'est d'identifier ces facteurs. Je ne peux identifier que ce que je connais. Et à travers le concept de Lazarus, qui met en avant la personnalité pour le stratégie de coping, à travers le concept de Segris et de Karasek, je connais aussi les facteurs de risque, et à travers l'approche des physiologistes, où je connais quels sont les enjeux en matière de santé physique et mentale. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit dans cette plaque, les facteurs de risque, ils peuvent être organisationnels, ils peuvent être en fonction du type de l'emploi. Pour résumer, parmi les facteurs de risque qu'on connaît, le travail répétitif ou monotone, ce n'est pas trop valorisant, la communication qui est déficiente, ambiguïté et conflit de rôle, je vous l'ai expliqué, la surcharge de travail. Il y a aussi travail en relation d'aide. Là, je n'en ai pas parlé jusque-là, c'est le travail où on a une composante émotionnelle. Le médecin face aux patients, l'infirmier face aux patients, l'enseignant face aux étudiants, ou les travailleurs sociaux aussi face aux personnes précaires, personnes dans le besoin. On est impliqué émotionnellement dans des relations d'aide. Ça, c'est très important comme facteur de risque. Je reviendrai demain sur là. Travail en situation de danger aussi. Et ben, les travaux de forage ne sont pas dénués. C'est un facteur de risque à prendre en compte. Toutes ces contraintes vont créer des tensions psychiques parce qu'il y a trop de contraintes par rapport à l'autonomie décisionnelle, par exemple.
On est dans charge, demande psychologique et autonomie décisionnelle. Donc, on est dans le concept de utilisation et développement d'habilité, pouvoir décisionnel sur le mode opératoire. Si l'autonomie décisionnelle est là, ça va aussi avoir comme effet un facteur protecteur. Donc, c'est un facteur aggravant ou un facteur protecteur. Qu'est-ce qui est facteur protecteur aussi ou aggravant? A contrario, le soutien social, aide et collaboration, reconnaissance. Là, on retrouve du Karatek et du CEDRIS. En matière d'effort, l'état de santé altéré, évidemment, une personne malade, une personne malade, les événements stressants hors travail. Traverse un divorce, traverse un décès, les événements de la vie, quoi. Et tout ça, il y a les stratégies d'adaptation de l'individu, donc la personnalité aussi. Et la personnalité va justement nous dicter ces stratégies d'adaptation. On a vu les profils de personnalité, les différentes stratégies d'adaptation, soit des stratégies d'adaptation passives, on ne peut rien régler dans vite, soit des stratégies actives, où on peut régler les problèmes. Et là, ça dépend quand même des profils de personnalité. Et là, à subir toutes ces tensions psychiques, ça va aboutir à des réactions de stress, phase d'alarme, réactions psychophysiologiques et comportementales dont j'ai parlé tout à l'heure, les pathologies réversibles, notamment syndrome métabolique, HPA, d'anxiété, les atteintes irréversibles où la personne ne pourra plus reprendre son travail parce qu'il y a un handicap, se poserait alors le problème de reclassement professionnel et le problème, encore, je dirais pas plus grave, mais aussi important, de prise en charge médico-légale de ces pathologies. La littérature, il y a un lien causal. C'est l'organisation de travail qui rend malade ces gens-là. Mais maladie professionnelle, avez-vous un tableau? Relèche. Ailleurs, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Ailleurs, outre-mer notamment, deux choses. Le système de réparation, parfois, ne repose pas seulement sur le système du tableau. Il y a un système complémentaire. Le système complémentaire repose sur les experts. Quand il y a une altération de la capacité physiologique des tiers, il y a un comité d'experts qui va statuer sur cette pathologie alors que le médecin pense qu'elle a un rapport avec le travail. Ils vont statuer si réellement il y a un lien de causalité entre le travail, l'organisation du travail et le développement de la pathologie, notamment de la pathologie mentale. Là, et ben, il y a une indemnisation. Mais sinon, l'issue laquelle les médecins ont cours, c'est l'accident du travail. Donc, les décompensations, il y a beaucoup de cas de jurisprudence, on verse donc l'accident du travail, ou outre-mer, beaucoup de souffrances psychiques sont prises en compte au titre des accidents du travail. Ce qui n'est pas le cas chez nous, on ne déclare pas beaucoup en accident de travail alors qu'on devrait, d'accord? On ne déclare pas en maladie professionnelle, mais on ne déclare pas non plus en MCP, maladie à caractère professionnel, parce que déjà, la procédure de la CNAS ne s'y prête pas. C'est la victime elle-même qui doit en faire la déclaration, et la victime accepterait de faire la déclaration si elle espérait une pension ou une IPP. Ce n'est pas le cas. Et le cas علاش نتعب وندي وبريبوزي وتجيب كوارف وتجيب هذا وتجيب هذه ما عنديش ما فيهاش دراهم ما عنديش. C'est pour ça, alors que la loi 83/13 exige des médecins, de tout médecin, de déclarer toute maladie qui aurait pour lui un caractère professionnel. Mais dans la loi 83/13, normalement, cette déclaration va aller du médecin vers la CNAS directement. Ça encourage. Mais si je passe par la victime, c'est bloqué. Eh ben, moi, perso, je le déclare. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. On en a plein en matière dans la sphère psychologique. On en a plein aussi normalement dans les TMS. On a aussi des problèmes avec la surdité, mais on ne les déclare pas parce que le travailleur n'a rien. Autre pathologie, mais les plus fréquents, ce sont les TMS. D'accord? Donc, ce qu'on a compris, c'est que dans l'approche stimulus-réponse, présente certaines limites liées principalement au quoi? Les réactions de l'individu pour maintenir son équilibre ne représentent qu'une dimension du rapport travail-santé. Donc, ça ne permet pas de tout comprendre. Ensuite, l'identification des éléments pathogènes quand on va sur le milieu de travail, quand on analyse les conditions de travail, nous identifions tous les facteurs décrits par Karatek et CEDRIS, mais ça ne permet pas de comprendre la dynamique qui les a générés, tous les processus de souffrance et de la lutte contre la souffrance
c'est ce qui est développé dans la psychodynamique ou dans la clinique de l'activité, avec les stratégies de défense individuelle et collective. Et dans cette formation, on n'a pas trop le temps d'évoquer la psychodynamique, qui est une approche très intéressante, mais assez complexe. D'accord? Voilà l'ensemble, l'essentiel de ma bibliographie. Et je vous remercie de m'avoir écouté depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des questions? Au fur et à mesure des concepts liés au stress, est-ce que vous les avez compris déjà? Parce qu'il y a comme remarque. Alors, choc électrique, ce n'est pas le mécanisme de toute situation de stress. Pardon? Choc électrique, ce n'est pas le mécanisme de toute situation de stress. Je n'ai pas dit que le choc électrique est une cause de stress. J'ai dit V a électrocuté des chiens et Simon a électrocuté des chiens. C'est des situations, pardon, c'est des situations de recherche. D'accord. Mais est-ce qu'un choc électrique qui va entraîner une électrisation ne déclencherait pas une réaction de stress? Ça se répète. Même si ça ne se répète pas, vous êtes électrisé, vous avez des dégâts, rien que le choc, ça pourrait même être un stress post-traumatique. D'accord? Ça dépend de la situation. Est-ce qu'on arrive, surtout s'il y a deux collègues, là, et simplement, il a subi une électrisation avec des petites brûlures, etc., mais qu'il a vu son collègue cramer. Ne me dites pas que ce ne sont pas des situations de stress. Je n'ai pas parlé de choc électrique en milieu de travail. J'ai parlé d'expérience de physiologiste pour prouver les réactions de stress et comprendre un petit peu comment l'être humain, parce qu'ils ont extrapolé à l'être humain et c'est la même chose, quand on a du contrôle, ça nous protège. Et quand on est résigné, c'est-à-dire que ça y est, on est programmé pour être résigné, on va continuer à subir, contrairement à des personnes qui n'ont pas été résignées par des traumas dans leur vie, que ce soit des traumas dans l'enfance ou dans leur âge adulte. Comment évaluer la charge du travail? Comment évaluer la charge de travail? Vous pouvez le faire avec la méthode de Karasek. Le questionnaire s'y prête. Effectivement, moi, je préfère une analyse du travail réel au regard de ce qui est prescrit, comme on a appris dans la démarche ergonomique. Quant à la durée dernière, instabilité du travail. Oui. Quand vous êtes en CDD, c'est sûr que c'est la précarité. Vous n'allez pas être le plus épanoui du monde. Donc, vous allez la peur au ventre, voir si on va vous renouveler ou pas votre contrat. Et ce qui est dramatique, c'est que le CDD en Algérie n'est pas bien réglementé et ça a laissé des entreprises traîner des personnes en CDD 20-23 ans de carrière et finir, quand il y a une compression des effectifs, choisir de les mettre dehors. Ils ne peuvent pas toucher au CDI, mais on met dehors un CDD, mais un CDD de 23 ans, ça n'a pas de sens. Mais c'est des situations qui existent en Algérie. On est confronté à plusieurs cas Oui. de stress. Oui. Alors, Au niveau de la stress. Puis la prise en charge. Là où je dis, psychologue. non. Est-ce que vous devez avoir une autre solution pour prendre en charge une personne qui est en souffrance psychique? Ah, non. Ah, vous l'écoutez, parce que là, il vient. C'est lui qui vient. Ou c'est vous, au décours de votre consultation, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un. Et deux, vous avez dépisté la situation de souffrance. Vous l'avez écouté. Même s'il y a 60 BP qui vous attendent, vous lui dites, écoutez, ouais, je vous donne rendez-vous, je vais vous voir à telle heure ou tel jour. Il revient, vous allez piocher encore plus loin dans votre interrogatoire et vous allez mettre en exergue, si vous avez de la chance, cette souffrance au travail. Vous allez passer la main, parce qu'il lui faut une prise en charge psychologique, vous allez passer la main, voire même au psychiatre, et vous allez descendre sur les lieux de travail pour analyser la situation au travail, qu'est-ce qui a abouti. Vous allez me répondre que vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qui ne va pas dans l'entreprise. Un exemple. Oui. Quelqu'un qui m'a dit, le bruit de la machine, pas le temps. Il ne peut pas tolérer le bruit de la machine. C'est normal, on l'a vu, c'est parmi les facteurs de stress, ça va dépendre aussi de l'intensité du bruit, de la nature du bruit et de la durée d'exposition au bruit. Et quel sens? Déjà, avant de poser est-ce qu'il lui tape sur le système,
Moi, je n'attends pas un travailleur qui me dise que le bruit me tape sur le système. Déjà, quand je fais des études de poste, quand je vois le bruit, je sais que ça va lui taper sur le système. C'est un facteur accidentogène et c'est un facteur de stress. C'est connu, je n'invente rien. Mais que faut-il faire? Ah, pourquoi il y a tant de bruit? Est-ce qu'il y a des mesures de prévention qui doivent être instaurées? Déjà, à la conception d'une machine, est-ce que la machine n'est pas usée? Est-ce que les différents joints ne sont pas? Auquel cas, vous devez vous référer, vous faites votre écrit, vous soulevez le problème de la prévention primaire à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a des équipements de protection individuelle en complément de la protection? Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui ne les porte pas non plus. Troisième alternative, nous allons pointer du doigt l'individu. Peut-être qu'il a un profil de personnalité. Là, le psychologue va nous aider, voire même le psychiatre. Maintenant, si c'est un cas isolé, c'est une intolérance, si vous voulez, il faut avoir les possibilités de lui changer de poste, parce que c'est pas un... Mais cela, lui changer de poste, c'est une solution pour le travailleur. Mais si cela gêne beaucoup de travailleurs, il faut penser à impliquer dans une démarche participative tous les acteurs de prévention, à commencer par le service d'hygiène de sécurité, la CPHS et l'encadrement ainsi que l'employeur. Parce que si vous ne faites pas d'écrit, si vous ne relevez pas ces situations avec les conséquences qui sont présentes, que vous avez constatées ou qui vont venir, vous aurez failli à votre pôle d'action sur le milieu de travail. C'est ça que vous devez faire. Vous êtes conseillé, attention, parce que sinon, pour votre santé mentale, ça ne va pas aller, ça va le faire. Hein. Si vous vous sentez responsable de tout ça, non. Ce sont des situations de travail. Je suis là pour la prévention. Je préviens auprès du lit du malade durant ma consultation et je préviens en dehors. Je fais tout ce que je peux pour faire porter la préoccupation du terrain aux décideurs. Je ne suis que le conseiller. Je n'ai pas de baguette magique. Donc, vous ne soyez pas dans le surinvestissement et vous allez vous approprier ces préoccupations et vous mettre en situation d'échec. Du coup, vous allez vous taire, vous n'allez plus écrire, vous n'allez plus rien faire, vous allez détester ce que vous faites. Et ce qui vous attend, c'est ce qu'on va étudier l'après-midi. Attention pour vous en tant que médecin. Anna. Une petite question. Cette étude de santé mentale au travail est très importante. J'ai le volet créatif et son conseiller au sein des entreprises. Mais la question que je veux poser, c'est quelle est cette étude lors de l'embauche? Est-ce qu'elle a sa place ou... Lors de l'embauche, c'est un interrogatoire qui est global. Donc, si déjà, le peu de temps que vous aurez, c'est 20 à 30 minutes à l'embauche, ça va dépendre du poste. C'est des postes de sécurité pour la plupart, donc vous allez prendre votre temps. C'est une embauche. Et s'il y a pour vous un profil psychologique qui se profile, vous devez demander un avis. Puisque au plan médico-légal, vous devez le couvrir. Après, sinon, attention, ce n'est pas prédictif aussi. Hein. Ça pourrait marcher pour lui. Et vous pouvez tomber sur un profil psychologique qui vous semble tout à fait en adéquation avec le poste. Il travaille un mois, 2 mois, il revient et vous dit, moi, ça me rend dingue votre poste de travail. C'est à vous de voir après s'il peut continuer ou s'il ne peut pas. L'attitude, c'est au cas par cas. Il faut éviter de tout psychanalyser. D'accord. Même point, mais vraiment pas de point de vue. D'accord. Oui. Il faut des tests psychotechniques. Justement, pour mettre les gens au poste qu'ils font, à la personne qu'ils font. Oui. Par exemple, une personne dans la relation qui demande un travail de relation humaine, et on va la mettre dans le poste de l'effort physique. Ça va aboutir. Lui, il a posé la question par rapport à sa consultation. Nous réagissons en tant que médecin. Nous avons la chance, je pense que vous avez cette chance, contrairement à la plupart des médecins du travail qui nous écoutent, c'est qu'ils n'ont pas de psychologue clinicien dans leur équipe. Quand on a un psychologue clinicien dans notre équipe, ça va, on est aidé. Parce que j'en vois tout de suite, je ne donne pas le profil. Et quand il s'agit de post-sécurité, l'avis en psycho, c'est systématique. C'est ce qu'on fait en Bamouette. Donc, dès que j'ai un poste de sécurité,
police, GPFC, confinable et tout, j'envoie systématiquement à l'embauche à la psychologue. Elle va discuter avec lui, elle a des tests de personnalité pour me donner un peu l'école paramédicale, c'est pour les futurs infirmiers, etc. Ça nous donne une idée. Là, c'est la psychologue clinicienne. Mais dans les entreprises aussi, il y a les psychologues du travail qui font justement des tests psychotechniques qui peuvent vous répondre à ce que le profil psychologique de cette personne répond aux spécificités techniques de son poste de travail. Ça, on est dans la pluridisciplinarité, mais c'est là où le bas blesse en Algérie, c'est qu'en tant que médecin du travail, vous vous retrouvez tout seul. Vous êtes le psychologue, vous êtes le psychiatre, vous êtes le médecin du travail, et vous êtes même le médecin traitant. Et vous êtes aussi sur le terrain le seul à brailler, excusez-moi l'expression, à dire écoutez, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est le job que vous avez choisi, continuez. N'arrêtez jamais d'écrire. C'est ça qui vous couvrira. Il n'y a pas de choix de poste de travail, donc le poste de travail. Donc, à l'embauche, c'est facile d'écarter. C'est après. Après que c'est difficile de remplacer. Pour la dame ménagère. Oui. Il pose la question, que disiez-vous du facteur âge, les situations de stress au travail? D'une autre façon, est-ce que les plus jeunes sont plus exposés au stress que les âgés? Écoutez, là, il y a deux facteurs à prendre. Il y a l'âge et le vieillissement. Mais ce qui va contrebalancer pour les personnes qui avancent dans l'âge, c'est l'expérience. Donc, elles peuvent mieux gérer. Vous avez dit, situation d'apprentissage, donc le coût psychique est moindre. Alors que la jeune recrue qui est très performante au plan sensorial, peut-être même au plan psychique, va manquer d'expérience et elle va peiner les premières années de sa vie professionnelle. Donc, c'est toujours au cas par cas et c'est multifactoriel. On peut me dire non, les jeunes sont meilleurs pour faire face au stress, aux exigences sécuritaires, ou les plus âgés sont vulnérables. Ça peut être un facteur de vulnérabilité, s'il y a une défaillance de la mémoire, ça dépend du suivi. Oui. Alors, y a-t-il des postes de travail dans la législation exigent des tests psychologiques à l'embauche? Non. Il y a des exigences par rapport au test psychologique clinique. Oui. Le test psychologique clinique, moi, je le demande. Pourquoi? Parce que j'ai une responsabilité médico-légale quant à mon aptitude. Donc, j'ai un élève infirmier, je le reçois en embauche. Là, non, c'est même pas une embauche. Il vient, il fait sa première consultation, il est en train d'étudier. Il veut devenir un ESP. J'ai un psychologue clinicien, j'en ai même deux, la Riberec. Elle me donne son avis. Si elle me dit que tout va bien, on a écarté des personnes parce que la psychologue nous a alertés. Avec la vue du sang, moi, je ne supporte pas. Parfois, c'est les parents qui forcent les élèves. Ça m'apporte quelque chose. Là, les pompes funèbres. Il va avoir affaire à des morts, à creuser des tombes et qu'il a un profil psychologique un peu olé olé. Je préfère quand même être sûre de ce que je fais, même s'il n'y a pas d'obligation réglementaire. Par contre, pour certains postes, c'est exigé. Les agents de sécurité, le port d'armes, Oui, il y a une remarque. Nous avons un réel problème de suivi psychologique du patient. Le réseau de psychologues est mal connu. Là, le réseau de psychologues est mal connu. Ben, vous n'avez qu'à faire des efforts dans votre région. Quels sont les psychologues qui pourraient recevoir vos travailleurs? Effectivement, j'ai dit, quand on a de la chance d'être dans une équipe, au moins, même si on n'est pas dans la pluridisciplinarité totale, on est dans une équipe où il y a un psychologue du travail. Maintenant, elle l'exige. Mais entre l'exiger et le voir sur la réalité du terrain, peut-être que le fait de voir que c'est exigé, ça va ouvrir un petit peu le recrutement de ces psychologues. Après, c'est vrai que ça laisse à désirer. Vous savez, là où le bas blesse avec la souffrance mentale au travail, c'est qu'il n'y a pas un réseau avec les médecins du travail, les médecins traitants, les psychiatres, les psychologues. Quel est le réseau sur lequel je peux appuyer pour prendre en charge mon malade? Après, c'est le système D, chacun se débrouille. Nous faisons du relationnel, nous investissons nos relations personnelles, nous appelons des psychiatres qui sont des amis pour voir nos malades le plus tôt possible. Sinon, le bête qui sera perdu dans la nature. Donc, c'est vrai que ça laisse à désirer. C'est des conditions. Déjà, pour notre santé mentale, nous avons beaucoup de demandes. Et on est désarmé face aux exigences de notre poste. Face à ce que nous pouvons faire, et nous sommes confrontés souvent à des situations d'échec.
Et il faut voir le médecin Ada en fin de carrière, dans quel état psychologique il sera. C'est tout. Écoutez, il n'y a pas de baguette magique. Qu'est-ce le bruit? Qu'est-ce les vibrations? Qu'est-ce le risque? Toujours la prévention primaire, la prévention secondaire, je dis la prévention tertiaire. Qu'avons-nous fait sur le terrain? Et comment après, en aptitude, comment je vais me débrouiller avec ce travailleur pour qui il y a une réserve sur son aptitude, où est-ce que je pourrais le mettre? Nous n'avons pas, même Hadi, nous n'avons pas. Il y a une seule entrée dans l'entreprise, c'est l'embauche, et une seule sortie, c'est la retraite. Il y a une chose entre-temps. Mais qu'est-ce qu'il y a une maladie de longue durée? La CNAS est en train de faire des économies et on va dire l'invalidité pour toucher dessous. Nous n'arrivons pas à faire de la réorientation professionnelle. Nous n'avons pas de réseau de prise en charge du handicap au travail. Chacun se débrouille comme il peut là où il est. Et là, il y a le surinvestissement de ces grisses. Donc faites attention à la santé mentale. Alors, il pose la question charge mentale et notion de secret professionnel dans le cadre des études de poste sur le terrain. Et quand vous faites une étude de poste sur le terrain, il n'y a pas de secret. C'est au vu tout le monde, vous analysez la situation de travail, il y a une... C'est sûr qu'on va faire des entretiens collectifs. On ne va pas faire des entretiens individuels. Ah, Gal Mohamed, Qalou, Hada, Wada. Non. Dans la situation de travail, le forage de pied, l'infirmier, je ne sais pas quelle situation de travail, je prends mes déterminants de la situation de travail, je dénonce où il y a des écarts par rapport à la prévention et je donne des conseils de prévention. Il n'y a aucun secret professionnel à garder. Par contre, toutes les données qui sont révélées dans mon cabinet médical, surtout des données, même par rapport aux relations de travail, je ne pourrais pas les divulguer. Je pourrais, dans un constat collectif, justement, on en parle peut-être qu'on fera le harcèlement moral ou même le burn-out, c'est que nous pouvons agir sur le collectif en ne dénonçant pas ni voilà, ni Khadouja. Donc, il n'y a pas de problème de secret médical. Les interventions sur le terrain, elles ne sont pas soumises au secret professionnel, sauf si nous les divulguons en dehors de l'entreprise. Là, non, dans l'entreprise, non. Les divulguer à l'employeur, les divulguer à la RH, c'est mon devoir. Enfin, si j'ai bien compris la question. Une dernière question pour ça, et en clôturant. S'il vous plaît, quelle est notre conduite à tenir devant un cas d'autisme de 20 ans qui se présente dans le cadre d'une visite d'embauche? Pour faire quoi? Il n'a pas précisé. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le degré de son autisme? Parce que c'est différents degrés maintenant. Si en attitude, qu'est-ce qu'on a? Même, on a appris qu'il doit y avoir un équilibre entre quoi et quoi? Entre les exigences du poste et les ressources de l'individu. Si c'est un autiste qui est très intelligent et qui a beaucoup de capacités, qui a quand même un relationnel, qui arrive à être en relation avec l'extérieur, il y aura des moments où il va rechuter, il y aura des replis, et qui va occuper un travail de bureau. Si j'ai un tuteur sur le terrain, je le prends. Moi, j'en ai pris un au service. Je le regrette un peu, mais je l'ai pris. Il est très intelligent, mais là, je n'arrive pas à le faire bouger. J'ai mis l'équipe. Ils étaient sensibles. C'est le fils d'un confrère. Peut-être c'est mon équipe qui a envoyé ça. Mais c'est un échec, c'est vrai. Il est très intelligent, mais c'est le syndrome de Asperger. Je ne sais pas très bien le nom. Asperger. D'accord? C'est-à-dire qu'il arrive à communiquer, il a fait des études, il vient d'avoir son permis, mais là, au travail, je n'arrive pas à le mobiliser. Je l'ai mis dans la biométrie, il devait retirer les dossiers. Il a une licence, je ne sais plus quoi. On lui a montré. Il sait faire. Mais dès qu'ils ont les dos tournés, après, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, madame, si je dois être avec lui pour mettre le dossier, on n'a pas pu, à ce jour, de l'intégrer. Donc, l'embaucher, pas de mal. Et déclarer une attitude après, pas de problème. Post-sécurité, c'est autre chose. Post-sécurité, moi, je ne mets pas. C'est vrai que j'ai quelqu'un au bureau qui est là toute la journée. J'ai fait une action sociale, en fait. J'ai fait le compromis. J'ai la RH de bateau. Je connaissais la médecine du travail. C'est une bonne amie. Désolé, médecin du travail. Je l'ai pris. C'est le fait d'un contrat.
Mais je sais que bientôt, il va décompenser. On lui aurait donné sa chance. Mais il ne travaille pas. Maintenant, il y a d'autres qui travaillent, qui peuvent être bien intégrés dans leur milieu de travail, à condition que le milieu de travail, dans le milieu de travail, il y a une équipe qui l'accompagne cette autiste. Et pour les postes de sécurité, franchement, je ne prendrais aucun risque. Ça va être soit. C'est bon?